Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir mon top 10 du Ballon d'Or avant la Coupe du Monde. Alors je sais que la Coupe du Monde a déjà commencé et que au moment où cette vidéo sortira on sera très certainement en plein milieu de la seconde journée de phase de groupe. Mais on sait aussi que la Coupe du Monde, mis à part les phases d'élimination directe, elle n'impacte pas tant que ça le Ballon d'Or et qu'il faut attendre qu'elle soit finie et que on ait vu les performances des différents joueurs durant les phases d'élimination directe justement pour que le classement du Ballon d'Or change vraiment. Du coup on va commencer tout de suite et à la 10e position de mon classement du Ballon d'Or, je mets Willian Pacho. Le meilleur défenseur de la saison selon moi, qui aurait dû être sélectionné dans l'équipe type de la Ligue des Champions sans aucun doute. Il a été le meilleur défenseur du PSG cette année en LDC et l'un des plus grands artisans du back-to-back historique que les Parisiens viennent de réaliser. Pendant la compétition, il était le joueur avec le plus d'actions défensives réalisées et a eu des matchs références au cours desquels il a affiché un niveau défensif, une solidité et une polyvalence monstrueuse, notamment lors de la double confrontation contre Liverpool et du match retour face au Bayern. Donc j'ai pris ces deux matchs en exemple, mais sur tout le reste de la compétition, globalement il était très bon, il a été toujours très régulier, c'est ça qui fait sa force. Sa domination a également été visible tout au long de la saison en Ligue 1 où il a cette fois-ci été élu dans le 11 type de l'année, et la Coupe du Monde en approche avec l'Équateur, qui va être une équipe difficile à aborder, peut le faire encore grimper dans ce top 10 à la fin de la fin. À la 9e position, maintenant, je mets Declan Rice. Declan Rice a été selon moi le meilleur joueur d'Arsenal cette saison et leur meilleur joueur sur la finale de Ligue des Champions perdue contre le PSG le 30 mai dernier. Rice a été l'un des meilleurs joueurs de la Première Ligue également et la Ligue des Champions, deux des compétitions les plus difficiles, et il a montré une régularité impressionnante sur l'année 2026. Son apport au milieu de terrain est crucial avec une intensité physique impressionnante, des récupérations de balles continuellement, une activité sur 90 minutes, une excellente capacité à se projeter lorsqu'il en a la possibilité. Bref, c'est un joueur extrêmement complet, capable d'être aussi décisif dans les moments importants, notamment grâce à ses coups de pied arrêtés où il est très bon et c'est un des meilleurs tireurs de coups de pied arrêtés, notamment de corner. Son rôle sera essentiel pour l'Angleterre qui a de grandes ambitions dans cette Coupe du Monde et cette 9e position est largement méritée pour Declan Rice selon moi. À la 8e position maintenant je mets João Neves. Que dire de João Neves qui a encore une fois été complètement monstrueux sur une campagne de Ligue des Champions à seulement 21 ans. C'est un joueur idéal au milieu de terrain, extrêmement technique, ce qui lui permet de conserver le ballon et de créer du jeu dans n'importe quelle situation, mais tout autant impactant défensivement avec un nombre de récupérations et de duels gagnés qui est complètement absurde, complètement affolant quand on regarde les stats. À l'image de sa finale de Ligue des Champions, il a été partout sur chaque duel. Il pourrait être plus haut dans ce classement, mais la concurrence devant est tellement rude que cette 8e place est déjà un superbe classement, et avec le Portugal, comme beaucoup d'autres joueurs de ce classement, il pourrait monter encore plus haut. À la 7e position maintenant je vais mettre Kylian Mbappé. Une place qui n'a que très bonne importance pour lui car son classement final aurait de toute façon été dépendant de ses performances et de ses statistiques lors de la Coupe du Monde américaine. Jusqu'à la mi-saison il était tout en haut de mon classement lorsqu'il était l'homme providentiel de Real et que la connexion fonctionnait avec Xabi Alonso, mais au départ de ce dernier, les blessures d'Mbappé et l'élimination en quart de finale de Ligue des Champions l'ont fait grandement baisser. Malgré tout, il a fait ses stats, il a été le meilleur buteur en Liga et en Ligue des Champions, et il n'a depuis quelques mois que le tournoi mondial en tête, on le voit très bien la façon dont il joue et la façon dont il se ménage un petit peu physiquement. Affaire à suivre pour celui qui peut devenir déjà le meilleur joueur de cette compétition le 19 juillet prochain, et son meilleur buteur si tout se passe bien pour lui. À la 6e position maintenant, je vais mettre Lamine Yamal. Un peu le même scénario que Mbappé mais avec une timeline très différente. Yamal arrive dans cette Coupe du Monde un peu comme Kylian Mbappé arrivé à l'Euro 2021, la jeune star mondiale qui sort d'une énorme performance dans un tournoi international. Et Yamal du coup un peu comme Mbappé cette année, il était tout en haut de mon classement jusqu'à l'élimination en quart de Ligue des Champions et ses blessures en fin de saison. Malgré ça, l'échantillon qu'on a pu observer était d'une qualité exceptionnelle. C'est le joueur le plus indéfendable en 1 contre 1, c'est l'un des tout meilleurs passeurs d'Europe, il a un côté bien plus décisif que l'année passée, ce qui est très important. À voir ce que sera son état de santé durant le tournoi après sa blessure en fin de saison parce que même s'il a joué le premier match, il a été remplaçant, il a pas fait une superbe entrée, donc à voir ce que ça va donner, et surtout hâte de voir ce qu'il fera dans les phases d'élimination directe si l'Espagne s'y qualifie. À la 5e position maintenant, j'ai choisi Vitinha. En enchaînant une 2e saison consécutive au sommet de sa position, Vitinha a-t-il prouvé qu'il était le meilleur milieu de terrain sur la planète football? En vrai, peu importe, il a été l'un des joueurs essentiels du back-to-back du PSG, comme d'autres cités avant et d'autres qui arrivent après dans ce classement, mais le contrôle sur le jeu du Portugais est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il a une qualité de passe et de percussion pour casser des lignes impressionnantes, il a le contrôle du tempo d'un match à chaque instant, même lorsque tout semble fermé comme contre Arsenal en finale, il a su rebondir en deuxième mi-temps, il a su reprendre le contrôle sur le rythme du match, sur le tempo du match comme je viens de dire. C'est également un joueur capable de redescendre plus bas que les centraux et de finir des actions de l'autre côté du terrain, ou encore un des joueurs qui récupère le plus de ballons en Europe sur toutes les compétitions. C'est simplement un joueur exceptionnel qui sera l'un des hommes à suivre de cette Coupe du Monde dans un Portugal qui est assez effrayant sur la feuille de match. À la 4e position maintenant, j'ai Michael Olise. Lui aussi va être l'un des joueurs à suivre de cette compétition, mais pas seulement car il sort d'une saison monstrueuse avec le Bayern sur un plan statistique comme sur un aspect visuel, mais car il arrive également avec l'un des rôles les plus importants de l'équipe de France, qui est l'une des nations favorites à la victoire finale bien sûr. Olise va avoir énormément de responsabilités, d'abord dans la réalisation offensive car il est celui dont la dernière passe, le dernier geste va régulièrement venir, quand on a pu le voir contre le Sénégal au match de l'équipe de France, mais également sur un aspect plus collectif parce que son apport avec des décrochages, des appuis remises ou des coups de pied arrêtés est vraiment crucial, tout autant que son apport dans le repli défensif qui sera non négligeable si la France fait le tournoi avec 4 attaquants, comme ça a l'air d'être le cas. Pour revenir rapidement sur cette saison, il est en course pour battre le record de passes décisives sur une saison européenne établi par Messi en 2012. Il a été élu joueur de la saison en Bundesliga en plus d'avoir été dans l'équipe type de la saison Ligue des Champions, dont il a fini meilleur passeur et dont il a été l'un des meilleurs joueurs très largement. À la 3e position maintenant, j'ai mis Ousmane Dembélé.
J'évoquais le rôle crucial d'Olise sur un aspect individuel et collectif dans la France des 4 attaquants, mais Dembélé le sera tout autant, voire encore plus dans un prisme simplement collectif. Comme il l'a montré toute la saison avec le PSG, Dembélé est le joueur idéal pour n'importe quelle équipe qui veut gagner des grands tournois tels que la Ligue des Champions. Un pressing de tous les instants, un leadership qui est évident de plus en plus, un aspect décisif dans des matchs au sommet, avec 3 buts marqués contre le Bayern en demi notamment, un but en finale contre Arsenal et des buts contre Liverpool et Chelsea en quart et en huitième. Son manque de régularité sur la saison pourrait le faire baisser dans ce classement, mais son apport au PSG, le visage de l'équipe avec et sans lui, et ce qu'il a apporté dans cette deuxième partie de saison pour aller chercher la deuxième Ligue des Champions, comme je l'évoquais juste avant sur ses réalisations, c'est tout bonnement exceptionnel. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à le mettre en top 3, même si on voit que son rôle en équipe de France peut être un peu compliqué, il risque de baisser s'il a le même rôle qu'il a eu contre le Sénégal, même si je lui fais énormément confiance et je suis quasiment sûr qu'il peut nous amener au sommet de la Coupe du Monde et nous la faire gagner comme en 2018. À la deuxième position maintenant, j'ai mis Harry Kane. Alors cela peut paraître surprenant pour certains que je le place devant Olise, mais son apport offensif a été incroyable cette saison avec le Bayern. Kane, ça a été le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 14 buts en 13 matchs. Il a également inscrit 36 buts en 31 matchs de Bundesliga et il a terminé la saison en Allemagne par un triplé en finale de la Coupe nationale pour réaliser le doublé championnat-coupe. Il a donc été décisif dans des matchs clés, notamment en Ligue des Champions où il a marqué lors des 2 matchs contre Madrid et des 2 matchs contre le PSG, ce qui pouvait lui être reproché lors des dernières années où il n'était pas assez décisif dans les grands tournois, dans les grandes confrontations en Europe ou mondiale. En bref, Kane a marqué plus de 60 buts sur la saison et arrive à la Coupe du Monde dans la forme de sa vie. À voir si le physique tiendra, mais il n'est vraiment pas loin d'une saison historique. Et pour terminer, à la première position de mon classement du Ballon d'Or avant la Coupe du Monde, j'ai mis Kvisha Kvaratskhelia. Qui d'autre que lui au sommet de ce classement, Kvara a brillé dans la plus difficile et la plus prestigieuse des compétitions de club et a été désigné comme son meilleur joueur, récompense très largement méritée au vu de ses performances exceptionnelles. Décisif sur 7 matchs consécutifs à élimination directe, depuis le 16e de finale au retour à la demi-finale au retour, ce qui est le record absolu de la compétition. Et au-delà de cet aspect statistique, il a été le leader offensif dans les moments les plus cruciaux de la campagne, notamment lors de sa rentrée au match aller contre Chelsea ou de son égalisation à l'aller face au Bayern, où il prend le PSG avec lui et l'emmène vers la victoire et vers le back-to-back. C'est également lui qui provoque le pénalty à l'origine de l'unique but du PSG contre Arsenal en finale, donc comme j'ai dit vraiment, il a été le leader dans des moments cruciaux, dans des moments très très compliqués, comme ce match contre Arsenal où tout semblait vraiment fermé, leur défense était vraiment exceptionnelle. Tout cela sans évoquer son apport dans le jeu et les retours défensifs absolument cruciaux pour le PSG. Même à la passe, il a été monstrueux. Les matchs de sa passe D pour Dembélé au match retour contre le Bayern où il fait une action qui est exceptionnelle avec un déplacement, un appel, une intelligence de jeu qui est fantastique. Donc bon, c'est un joueur idéal qui aurait sans aucun doute gagné le Ballon d'Or dans une saison sans Coupe du Monde, et c'est dommage pour lui que la Géorgie ne soit pas à ce tournoi parce qu'on aurait bien aimé le voir plus et surtout il aurait pu gagner le Ballon d'Or, pour moi de manière largement méritée. Pour terminer, petite mention honorable, je voudrais peut-être citer quand même Bruno Fernandes, qui peut monter dans ce classement et qui peut monter même très haut dans ce classement s'il fait une très bonne Coupe du Monde avec le Portugal, parce que mine de rien, sa saison avec United, elle est quand même assez dingue. Il a battu le record de passes décisives en Première Ligue sur une seule saison avec 21 réalisations, et également il était le meilleur joueur de la Première Ligue, élu par les joueurs et par l'association de Première Ligue. Donc voilà, il a été très bon. Grâce à lui, United, qui avait très mal commencé la saison, a fini top 3, il va enfin retrouver la Ligue des Champions, ce qui leur avait manqué et ce qui nous avait manqué en tant que fans de foot. Donc voilà, mention honorable Bruno Fernandes. Et c'est donc la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à me donner votre classement, votre top 10 du Ballon d'Or avant la Coupe du Monde, et n'hésitez pas à me dire qui selon vous va le gagner à la fin de saison en fonction de la Coupe du Monde et de vos pronos, ça m'intéresse de connaître vos pronos. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, salut les mecs, que Dieu vous bénisse.